Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a interdit hier les signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires dans une séance qui a duré près de 5 heures dans un climat assez tendu. On en parle longuement tout au long de cette édition. Et on va en parler d'abord avec le sénateur écologiste Ronan Dantec qui est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Julien Aubert, le député Les Républicains du Vaucluse. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes en Seine-Maritime pour voir quelle est la situation sur place un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Aujourd'hui, direction le village de Saint-Lucien à la rencontre de ses habitants. Et puis Lubrizol, ce sera aussi l'un des thèmes de notre club puisque hier soir, 3 juges d'instruction ont été désignés. Une information judiciaire a été ouverte, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est ce que précise le parquet. 545 plaintes ont été déposées. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 30 octobre. Emmanuel Macron a inauguré hier soir le Centre européen de judaïsme à Paris. Dans son discours, il a ciblé ceux qui veulent semer la haine et la division et se servent du principe de laïcité pour mener le combat contre telle ou telle religion. Il s'est également exprimé sur l'attaque à la mosquée de Bayonne. La République fait bloc autour des victimes, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent. Nicole Belloubet est auditionnée aujourd'hui au Sénat par la Commission des lois sur les critères d'évolution de la carte judiciaire, une audition qui pourrait s'avérer compliquée pour la garde des Sceaux après la divulgation d'une note confidentielle selon laquelle la chancellerie envisagerait de maintenir ou de supprimer des postes de juge d'instruction en fonction des résultats électoraux de La République En Marche au municipal. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Loire-Atlantique, est écologiste, mais rattaché au groupe RDSE. C'est le groupe Rassemblement démocratique et social européen. Bonjour Ronan Dantec. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr commencer en parlant de ce vote hier soir au Sénat. Le Sénat qui a donc interdit les signes religieux pour les parents accompagnant des sorties scolaires. 163 voix pour, 114 contre. Qu'est-ce que vous pensez de ce vote? C'est un vote sans surprise pour vous? C'est d'abord un moment de tristesse. Je crois que le Sénat s'est donné en spectacle pendant 5 heures sur un sujet qui n'est absolument pas au cœur de la préoccupation des Français. Tous les sondages le montrent, pour des raisons purement politiciennes. Et que je crois que ce n'est pas notre rôle, justement, de participer à l'exacerbation des fractures dans la société française. Moi, hier soir, tard dans la soirée, j'ai eu des appels d'élus de quartiers nantais qui disaient leur stupéfaction, leur incompréhension de ce vote. C'est un spectacle, le Sénat s'est donné en spectacle? Oui, absolument. Je crois que notre rôle, les moyens qui nous sont alloués, c'est pour répondre aux vrais enjeux. Les vrais enjeux aujourd'hui dans la société française, c'est d'abord des crises sociales, on l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est de grands enjeux environnementaux qui remettent en cause l'avenir même de nos enfants. C'est là-dessus que le Sénat doit travailler. C'est pas sur... Et là-dessus, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas besoin d'un débat, il n'y avait pas besoin de clarifier la situation, selon vous? Parce que vous trouvez qu'on a clarifié quoi que ce soit. On a remis en cause hier au Sénat les grands principes de la loi de 1905. La loi de 1905, elle a été portée par un parlementaire de Loire-Atlantique, c'était Aristide Briand, le président du Conseil, qui dans un moment, on ne le dit pas assez, mais dans un moment de grande tension de la société française, alors ce n'était pas les musulmans, c'était les catholiques, mais il y avait eu des morts. Briand nomme même Clémenceau dans son gouvernement, qui était plutôt la frange très laïque, pour trouver des solutions d'apaisement. Et ça donne la loi de 1905, qui est une loi qui garantit la liberté d'expression, qui garantit même les signes ostentatoires religieux, en l'occurrence à l'époque c'était surtout le crucifix, et apaise la société française. Et notre rôle de parlementaire, c'est d'apaiser la société française, pas de hurler avec les loups. Et je ne comprends pas, je vous l'avoue, la stratégie de la majorité sénatoriale, de la droite sénatoriale. D'ailleurs, les chiffres que vous donnez montrent que tous les sénateurs de droite n'ont pas voté
ce texte. On va y venir sur ça ne va nulle part. On va y venir sur cette stratégie de la droite, mais vous dites que ça remet en cause le principe de laïcité. Le voile, il est déjà interdit à l'école. En quoi l'interdire pendant les sorties scolaires qui restent du temps scolaire, ça remet en cause le principe de laïcité? Parce que je crois qu'il y a une incompréhension très forte entre ce qu'on demande à un enfant et ce qu'on demande aux parents de l'enfant. Ce qui fait société, ce qui fait éducation, c'est qu'un enfant, finalement, il est construit par deux piliers. Son pilier familial, son héritage familial, et son pilier lié à l'éducation nationale, à sa scolarité, où il est dans un cadre de normes sociales. C'est ainsi que l'enfant se construit. Qu'on lui interdise à lui tout signe religieux dans ce cadre scolaire de normes collectives, c'est une chose. Qu'on pointe du doigt ses enfants, c'est-à-dire son autre pilier de construction, ça n'est pas du tout la même chose. Et finalement, c'est remettre en cause la construction même de l'enfant qu'on renvoie finalement à l'école vers ses origines familiales, ce qui est l'inverse de ce que l'école doit faire. Je trouve que là-dessus, il y a un manque de réflexion évident. Et puis de toute manière, il n'y avait pas de réflexion. Le but, c'était de montrer pour la droite conservatrice et pour son président Bruno Retailleau ici au Sénat, qu'elle ne laissait pas l'espace à l'extrême droite. Au contraire, je pense que ça conforte l'extrême droite. Pour vous, de la part de Bruno Retailleau et de la droite, c'est un texte qui est clairement politique, c'est ça ce que vous dites ? Mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Alors, c'est aussi un peu la responsabilité du ministre Blanquer qui a un peu créé la situation, même si c'est plutôt employé à la calmer hier. Mais on n'est pas là... Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Jean-Michel Blanquer hier, qui a dit qu'une nouvelle loi serait contre-productive? Mais tout est déjà dans la loi. La loi de 1905 est une grande loi qui a permis à la société française de se construire. Le prosélytisme religieux est interdit. Donc il n'y a pas de problème sur les sorties scolaires. Les enseignants ont tout à fait le cadre pour intervenir. Moi, je crois qu'on ne peut pas continuer... Donc vous trouvez que Jean-Michel Blanquer a eu un bon discours hier au Sénat ? Moi, je regrette ses discours précédents, mais hier, effectivement, il a dit qu'on n'avait pas besoin de cette loi. Donc tout le monde sait que ça ne passera pas à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, moi, je questionne la droite sénatoriale sur sa stratégie aujourd'hui. Courir derrière le Front National, le Rassemblement National ne sert à rien. Ça laisse effectivement cette situation politique bloquée où finalement on se prépare déjà au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et cette stratégie de la droite, ça ne vaut même plus 10% dans la société française. Donc il est temps, je crois, que la droite sénatoriale réagisse et comprenne qu'elle est dans une impasse politique. C'est-à-dire réagisse, qu'il faut qu'elle change de ligne, c'est ça pour bien vous ? sûr, bien sûr. Mais pour vous, est-ce qu'il n'y a qu'une ligne ? Vous le disiez, 163 voix de la droite et du centre. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, la majorité sénatoriale est divisée ? 163 voix, c'est moins de la c'est même pas la majorité. Donc il y avait beaucoup qui avaient piscine, qui ne sont pas venus voter, c'est très clair. Moi, je ne suis pas là pour être l'analyse de la droite sénatoriale, mais je pense qu'elle se met aujourd'hui en danger et qu'elle ne participe pas à une restructuration du débat, à un apaisement de la société française qui est quand même notre rôle de parlementaire. Et qu'au contraire, pour vous, elle participe à une hystérisation de la société française ou ça ne va pas jusque-là ? C'est très clair, ou une exacerbation, oui, c'est évident. Alors, vous parlez de la droite, mais la gauche, pour le coup, elle s'est unie, elle s'est vivement opposée à cette proposition de loi. Hier, dans l'hémicycle, vous avez tenu une conférence de presse à 13h. On va voir quelle a été la stratégie de la gauche. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Fanny Conqui, qui va nous rejoindre. C'est à vous, Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Ronan André. On le disait, proposition de loi qui a suscité pour le coup la mobilisation à gauche. Oui, exactement, une proposition de loi sur le voile qui a suscité la mobilisation de la gauche dans son ensemble. Ça a commencé dès hier matin avec la sénatrice Samia Ghali qui sur Twitter a interpellé Bruno Retailleau en lui demandant de retirer cette proposition de loi. Vu le contexte, vous allez voir à l'instant ce tweet de Samia Ghali. Cher Bruno Retailleau, j'en appelle à ton sens de la responsabilité en te demandant de retirer dans un esprit d'apaisement cette PPL. Il en va de l'équilibre de notre République. Samia Ghali a obtenu une fin de non-recevoir. Selon le chef du groupe LR au Sénat, mettre le sujet sous le tapis aurait été la pire des choses à faire. Alors hier midi,
1 heure avant la séance dans l'hémicycle, une conférence de presse avait lieu au Sénat. Vous en faisiez partie, Ronan Dantec, une initiative au départ du mouvement Génération. Il y avait des députés, des sénateurs de différents partis de gauche, et c'est assez rare pour être souligné, socialistes, communistes, écologistes. Il y avait Clémentine Autain, Esther Benbassa, et donc je l'ai dit, vous aussi, Ronan Dantec, vous y avez participé. Objectif, exprimer le rejet de ce texte porté par la droite sénatoriale, un texte qui stigmatise une partie de la population. Les élus hier dénonçaient également l'instrumentalisation de ce texte, et en séance hier après-midi, évidemment, la gauche a pris la parole et elle a dénoncé une proposition de loi inutile et dangereuse. Écoutez. Cette PPL n'avait pas lieu d'être aujourd'hui. N'avait pas lieu d'être. N'avait pas lieu d'être parce que, voilà, elle stigmatise, qu'elle amène à des débats qui n'ont rien à voir dans cet hémicycle, l'hémicycle de la République. La France est une et indivisible. Ce texte n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, les lois suffisent pour encadrer les sorties scolaires, et vouloir de fait stigmatiser une religion, disons-le clairement, la religion musulmane n'est pas pour moi une bonne chose pour notre société. Alors enfin, sachez que les élus qui tenaient une conférence de presse hier midi ont appelé à poursuivre la mobilisation, une mobilisation qui se traduira notamment par une marche contre l'islamophobie. Et cette marche aura lieu le 10 novembre prochain. Ouais. Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure. Vous vouliez, Fanny le rappelait, repousser, c'est ce que disait Samia Ghali, l'examen de cette proposition de loi. Le mettre au panier même, on va être la mettre au panier, est-ce que... De toute façon, est-ce qu'il y a un bon moment, est-ce qu'il y a un bon contexte pour examiner ce genre de texte? On rappelle que ça date du mois de juillet, cet examen. C'est pas aujourd'hui, c'est pas une loi de réaction. On n'a pas besoin de ce texte. Il ne sert à rien. C'est pas le problème de la société française. Les sorties scolaires se passent tout à fait bien. On manque surtout plutôt d'accompagnateurs. Donc, on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que, effectivement, dans cette société en difficulté, mais pour bien d'autres raisons, c'est tout ce qu'on trouve à apporter dans le débat public. Moi, je suis catastrophé. Et je crois qu'en tant que parlementaire, il faut vraiment qu'on se pose la question de notre rôle de parlementaire aujourd'hui. Je crois qu'il y a une dérive. Les médias y participent. Je crois que, par exemple, la une du journal du dimanche qui tisse sur l'islamisme, alors que le sondage qu'ils viennent de commander montre que ce n'est pas le sujet pour les Français, on voit bien qu'on a là un problème, une machine infernale qu'il s'agit aujourd'hui d'arrêter, parce que derrière, c'est Bayonne. Et je crois que on est tous responsables de l'ambiance. C'est-à-dire que vous faites un lien entre le climat dans la société et ce qui s'est passé à Bayonne ? Évidemment. C'est ce climat-là qui crée de la part de personnages faibles, fragiles, troublés, derrière des actes irréparables. Donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'apaiser et de revenir au vrai sujet pour la société française. Bon, en tout cas, on va voir. C'est un sujet qui a fait débat hier dans l'hémicycle. On a le résumé de la séance, les temps forts qui sont résumés par Cécile Sixou. 163 voix pour, 114 voix contre. Après 4h30 de débat, les sénateurs ont adopté la proposition de loi portée par le groupe LR, interdisant les signes religieux lors des sorties scolaires. C'est la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio qui a ouvert le bal. Pour elle, cette loi est nécessaire. Elle vient compléter la loi de 2004 qui interdit le port du voile à l'école. Devant le vide juridique auquel nous nous trouvons confrontés aujourd'hui, mais surtout face aux graves menaces pesant sur notre unité et le respect d'un de ses principes fondamentaux, la laïcité, le législateur ne peut pas rester dans la passivité. Sans surprise, le ministre Jean-Michel Blanquer a réaffirmé son opposition à un texte qu'il juge inutile. Et cette loi, de toutes les façons, même si vous la votez aujourd'hui, elle prendra du temps avant d'aller devant l'Assemblée nationale, et on peut imaginer le sort qui sera le sien. Donc on peut se demander l'utilité aussi d'un point de vue politique de ce qui se passe aujourd'hui. Si les débats sur le port du voile lors des sorties scolaires ont commencé de façon sereine, l'intervention de Jean-Louis Masson, sénateur non inscrit, a déplacé le débat sur les questions de communautarisme. Cette proposition de loi aurait dû aller plus loin, car il faut prendre la problématique du communautarisme musulman dans sa globalité. Aucun communautarisme doit être au-dessus des lois. Une intervention contre le voile, le burkini et l'abattage rituel qui a provoqué la colère sur les bancs de la gauche qui dénonce une loi opportuniste. Vous faites du racolage au Front National. Elle est où
La douce France de Charles Trenet, celle que nous chantions quand nous étions enfants. Vous avez effacé cette douce France pour la laisser à cette haine qui n'est pas la France, qui n'est pas la République et qui, je le dis encore une fois, malheureusement, exclut une partie de cette France qui est tout simplement cette France qui a le droit aussi. Plusieurs heures de débat où il a été très peu question d'école, aux grandes dames du rapporteur. J'imaginais que nous parlerions de l'école, que de l'école, rien que de l'école. À croire que cette proposition de loi, dans un contexte enflammé, était pour certains l'occasion d'une tribune. Ronan Dantec, est-ce que quand même ce débat hier, il n'a pas mis en lumière deux visions de la laïcité? Non. Pas pour vous? Non. Ou alors c'est quoi vous savez, en un siècle, la droite s'est d'abord battue justement pour préserver les signes ostensible à l'école. C'est une des circulaires qui suit la loi de 1905. Aujourd'hui, par contre, mais on ne parle plus des catholiques, on parle des musulmans, il s'agit d'être dans une laïcité extrêmement radicale. Tout cela, c'est de la posture. Effectivement, la question, c'est l'unité du pays. Et ce genre de proposition de loi, ce genre de débat ne participe pas de l'unité du pays. Or, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui que nous ayons ce discours d'apaisement. Et en n'oubliant jamais que derrière toutes ces exacerbations identitaires, quelles qu'elles soient, il y a d'abord des situations sociales. Et que donc c'est sur ces situations sociales qu'aujourd'hui il faut répondre. Il faut plus de moyens dans les quartiers. Il y a des inégalités manifestes dans l'investissement public, dans l'argent public entre la Seine-Saint-Denis et Paris. C'est toutes ces questions-là sociales, sur la santé, sur les moyens éducatifs qui sont au cœur du débat, certainement pas le voile des parents en sortie scolaire. Un mot sur une autre proposition de loi que veut la droite, c'est celle de Bruno Retailleau qui veut interdire les listes communautaristes aux élections. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Ça comprend les listes vendéennes aussi. Il faudrait qu'il... Non, mais c'est exactement... Je crois qu'on ne va pas passer toute la matinée là-dessus. C'est le même fil que tire Bruno Retailleau. Interdire les listes communautaristes aux élections, vous êtes contre? Dans une république, les gens votent. Ce sont des listes qui ne font rien, qui montrent justement que ce pays n'est pas communautariste. À la limite, les garder, ça montre bien que ce pays n'est pas communautariste. Eh bien, on va passer à un autre sujet, puisque comme tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Tours. Retrouvez nos partenaires de TV Tours. Bonjour Michael Texier. Vous êtes le rédacteur en chef de TV Tours et vous allez nous parler des initiatives que prennent les élus, notamment sur des questions écologiques, Michael. Eh oui, de ces initiatives prises par les élus, ces nouvelles initiatives, nous avons trouvé un exemple lors d'un tournage à Valère, petite commune située entre Tours et Blois, dans le Loir-et-Cher, autre département de diffusion de TV Tours Val-de-Loire. À l'origine de cette histoire, un conflit, comme il y en a souvent, entre défenseurs de la cause animale et les chasseurs, mais pas n'importe lesquels, ceux qui pratiquent la chasse au blaireau. Ils pratiquent ce qu'on appelle la vénerie sous terre, une méthode qui consiste à aller chercher l'animal directement dans son terrier avec des chiens, puis de le remonter à l'aide de pinces avant de lui donner la mort. 430 blaireaux ont été tués l'an passé dans la région, une méthode qualifiée d'odieuse et de cruelle par les opposants, dont Madame le maire de la commune qui a décidé, pour suivre cette partie de son opinion publique, d'outrepasser ses compétences et de publier un arrêté interdisant cette chasse sur le territoire de Valère, un arrêté retoqué sans surprise sur le territoire par le tribunal administratif d'Orléans vendredi dernier. Mais le but, vous l'avez compris, était surtout pour la première magistrate de créer du débat, de faire parler de sa cause, si possible, au niveau national. L'arrêté municipal devient donc une arme médiatique et politique. On l'a vu et on l'avait vu avec les arrêtés anti-pesticides. On le voit ici avec un nouvel exemple. Et il y a un autre exemple, Michael, c'est le département d'Indre-et-Loire qui lui aussi veut renouveler le genre en matière d'intervention publique. Et oui, c'est un sujet qui nous intéressera aujourd'hui sur TV Tours Val-de-Loire. On ne parle pas là d'armes médiatiques ni d'armes politiques, mais d'initiatives participatives. Les collectivités cherchent, vous le savez, à renouer ces liens souvent distendus avec les citoyens. Une méthode qui porte ses fruits a été expérimentée ailleurs. C'est la mise en place de budgets participatifs. Le département d'Indre-et-Loire va annoncer ce matin qu'il y consacrera une enveloppe d'1 400 000 € cette année. L'Indre-et-Loire deviendra alors le 5e département de France à mettre en place ce type de budget participatif, une autre manière d'exister auprès des citoyens avec des échanges. Concrètement, chacun pourra déposer ses idées de projets sur une plateforme Internet qui sera dédiée. Les plus réalistes seront sélectionnés afin d'être soumis au vote des citoyens. Et pour cela, eh bien,
chacun des porteurs de projets sera accompagné par la collectivité pendant une petite campagne électorale. Résultat, en juin prochain, ce sera alors l'heure du bilan que l'on peut peut-être estimer déjà positif, au moins sur un aspect, celui de pouvoir lier le projet concret, la participation citoyenne et la communication politique et institutionnelle. Merci beaucoup, Michael Texier, rédacteur en chef de TV Tour, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci, Ronan Dantec. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives ? Bon, là, c'est deux exemples très très différents. Faites la première alors, plus écolo. Sur les blaireaux, là, il faut effectivement arrêter. C'est tout à fait d'un autre temps. Et je crois qu'effectivement, les chasseurs aujourd'hui, je l'ai dit aussi, on a besoin de chasseurs. Moi, je suis un écologiste tout à fait rationnel. On a des populations de sangliers à réguler. On a une chasse terrestre qui gère bien un certain nombre de gibiers. Mais il y a des pratiques, la chasse à la glu, le déterrage des blaireaux, qui sont d'un autre temps. Et finalement, sur lesquels notre société ne bouge pas. Et du coup, comme une partie de la société avance et qu'une autre partie ne bouge pas, on voit bien que le politique n'intervient plus. Et ça donne ces arrêtés, et je pense à Daniel Koeuf sur les pesticides, où des maires prennent position avec le soutien de leur population, parce que la loi ne suit pas. On sait que c'est dangereux, les épandages de pesticides. Malgré tout, la loi ne dit rien. Donc le maire, qui est en première ligne, est obligé d'intervenir. Et du coup, ils sont retoqués par la justice, ces arrêtés. Est-ce que ce n'est pas plus de la politique qu'ils font avec ça ? Non. Je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ces signaux qui disent « mais la société a changé et la loi n'a pas suivi ». Et que donc, finalement, on a des pratiques portées par des groupes minoritaires qui ne sont plus acceptés par la grande majorité de la population, mais pour des raisons, et parfois même de clientélisme politique, la chasse à la glu en est l'exemple type. Finalement, on ne légifère pas, alors qu'on est contre toutes les directives européennes, on est contre le sens de l'histoire, et que finalement, ça exacerbe les conflits. Donc je pense qu'à un moment, et c'est le rôle du parlementaire, il faut effectivement que les lois rattrapent l'évolution de la société, et que c'est pas parce qu'on interdit la chasse à la glu qu'on interdit la chasse. Mais effectivement, je regrette, et ça a été là aussi le cas au Sénat, que les organisations nationales de chasseurs restent finalement sur la défense de chasses traditionnelles totalement dépassées qui décrédibilisent la chasse française. Un mot sur Lubrizol. 545 plaintes ont été déposées. On a appris hier que l'enquête allait être confiée à 3 juges d'instruction, 3 magistrats du pôle santé publique du tribunal de Paris. Est-ce que vous dites on passe à l'étape supérieure ? Est-ce que ça vous rassure, ça ? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, il se trouve que moi, j'ai longtemps été vice-président donnant de métropole en charge notamment du risque et de l'environnement. Donc, c'est des dossiers que je connais. Moi, je suis surpris. On pourrait y passer là aussi toute l'émission. Et à mon avis, ça a beaucoup plus d'impact sur le quotidien des Français et leur santé que la question du voile en sortie scolaire. Moi, j'ai trouvé quand même que finalement, depuis AZF, notre culture du risque sur les territoires avait peu progressé. Et qu'on s'est retrouvé face à cette catastrophe en manque de gestes de base. Quand le préfet dit « je ne déclenche pas les sirènes parce que les habitants ne savent pas quoi faire s'ils entendent la sirène », ça pose quand même de vraies questions d'organisation collective. On ne sait pas ce qui s'est passé à Lubrizol. Est-ce que l'incendie est parti à côté, sur Normandie Logistique, où les règles de sécurité étaient moindres puisqu'ils n'étaient pas classés Céveso. On voit bien que la parole publique a du mal à se faire entendre. Mais là aussi, quand le Premier ministre dit l'étude de santé, ça sera en mars prochain, 5 mois après, il participe lui aussi du caractère anxiogène de cette crise et il ne répond pas aux attentes des habitants. Moi, je pense que cette commission d'enquête à laquelle je participe doit nous permettre de faire des propositions pour que si demain il y a un accident, parce que le risque zéro n'existe pas, même si on fera évidemment des propositions pour limiter le risque, on soit en situation d'avoir des gestes préparés de la population, des collectivités, de l'État. Allez, on reparlera de Lubrizol, c'est l'objet de notre feuilleton. On en parlera dans le Club des territoires. On va maintenant regarder ensemble la revue de presse de votre département de la Loire-Atlantique. Et c'est avec Fanny Conquis. Et Fanny, on commence par Ouest France. Oui, vous allez voir cette une de Ouest France avec cet édito. Vous allez le voir intitulé « Islam, refuser la paranoïa collective ».
Pour l'éditorialiste, il y a eu évidemment une unanimité après l'attaque qui a eu lieu à Bayonne contre une mosquée. Mais regardez, pour lui, eh bien, derrière cette unanimité politique, eh bien, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Regardez cette citation donc, de cet édito. Nombre de ceux qui s'indignent jouent à des degrés divers pour des raisons de calcul politique sur l'inquiétude des Français non musulmans à l'égard de l'islam. Et en conclusion de cet édito, regardez, parce qu'elle peine à soigner ses propres maux, notre société se focalise sur la question du voile et de l'islam. C'est la manière terriblement contre-productive dont elle essaie d'expurger les tensions qui la minent. Édito à lire donc dans Ouest France. Et on enchaîne avec Presse Océan. Oui, et là, vous allez le voir, il est question de l'aéroport de Nantes, aéroport un sombre avenir à Saint-Aignan. C'est un dossier que vous savez suivi, bien sûr, Ronan Dantec. Et on parle évidemment de cette décision qui a été annoncée lundi par le secrétaire d'État au transport, cette décision d'allonger de 400 mètres la piste des avions. Ça aura évidemment des conséquences pour les riverains, pour les habitants. Certains songent à déménager face aux nuisances sonores que ça pourra représenter. Des écoles vont notamment devoir déménager. Un dossier y est donc consacré en pages 2 et 3. Merci beaucoup Fanny. Et on va en parler avec vous, Ronan Dantec. Donc le gouvernement qui, Fanny le disait, a dévoilé les modalités de réaménagement de cet aéroport de Nantes-Atlantique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce réaménagement ? L'allongement de la piste à 400 mètres, c'est probablement la seule possibilité réelle. Donc sur l'aménagement lui-même, peu de choses à dire, si ce n'est que c'est quand même un engagement, un minima de l'État, et notamment la question des mobilités du Sud-Loire, dont l'aéroport est un maillon, est assez absent aujourd'hui de la proposition de l'État. Est-ce qu'on améliore la voie ferrée qui passe à proximité ? Enfin, il y a beaucoup de questions d'aménagement qui ne sont pas réglées. Mais derrière, il y a un principe maintenant qu'il faut inscrire dans la future concession, c'est que les nuisances sonores doivent être totalement cadrés et ne peuvent plus augmenter. C'est-à-dire que l'État nous a proposé, alors c'est toujours un peu technique, un plan d'exposition au bruit qui limite les contraintes de la zone C, qui est la zone de contraintes urbanistiques, sur un territoire relativement réduit, sur un nombre de passagers qui ne dépasserait pas les 11 millions. Ça doit être dans le contrat de concession et l'aéroport ne pourra pas aller au-delà. Et ça doit être très très clair. Aujourd'hui, là, je trouve que l'État est encore extrêmement ambigu. Il n'y aura jamais 15 millions de passagers à Nantes-Atlantique et il faut maintenant mettre les aéroports en réseau et ramener évidemment, pour des raisons aussi de climat, une partie des passagers vers le train. Allez, le temps file, il nous reste une minute pour parler de votre mouvement. Ronan Dantec, vous voulez rassembler la gauche par les territoires. Finalement, vous êtes un peu le Gérard Larcher de la gauche. Alors, il a lancé son tour de France des territoires après. Mais je ne pense... Et il vous a copié alors, Gérard. Mais je pense qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, il faut changer le cadre de l'offre politique. Et moi, je suis très en phase avec l'éditorial de Ouest France, qui prouve bien qu'il y a une gauche écologiste qui est en phase avec la société. Simplement, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas au bout des mutations, que ça ne passera pas par les appareils. Ça passera d'abord par les territoires. Moi, j'ai été réélu sénateur par un vaste rassemblement d'élus divers gauches, écologistes sur un spectre assez large, mais parce qu'on a mis la fracture territoriale au cœur, la transition écologique au cœur, et que c'est cette offre-là, autour de la réponse aux crises sociales et aux crises écologiques, que va se reconstruire la gauche. Une partie de la gauche, aujourd'hui, reste plutôt productiviste, c'est encore loin de ça. Une partie des écologistes ne veulent pas non plus s'ouvrir vers l'ancienne gauche de gouvernement. Malgré tout, c'est cet ensemble-là qui est arrivé en tête des élections européennes. Les 4 listes qui ont porté les crises sociales et les crises écologiques, ça fait plus que la liste En Marche soutenue par Emmanuel Macron. Donc c'est l'offre principale aujourd'hui en France. Maintenant, il faut qu'elle gagne les municipales et notre mouvement y participe modestement en partant des territoires. Mais je crois qu'il est temps que la gauche et les écologistes relèvent la tête véritablement parce qu'on est loin d'être, je crois, décalé par rapport à la réalité. Eh bien, de la on a société bien française. entendu votre message. Merci Ronan Dantec d'avoir été avec nous. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, membre du Conseil stratégique des Républicains. Mais d'abord, on va regarder un extrait d'Allons plus loin, émission consacrée au vote du Sénat sur la proposition de loi interdisant les signes religieux pour les accompagnants de sortie scolaire. On va écouter la réaction de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. C'était juste après le vote, au micro de Fanny Conquis. Monsieur le ministre, la majorité de droite vient donc de voter ce texte au Sénat. Vous étiez contre. Quelle est votre première réaction ?
Ma première réaction, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats. C'est un point important à dire, environ 5 heures de débat. C'était d'ailleurs de haute tenue. Et le premier point que je veux souligner, c'est quand même l'unité de l'ensemble des bancs du Sénat sur les grands principes. Laïcité, lutte contre le communautarisme, lutte contre la radicalisation. Chaque fois que nous avons évoqué ces questions, on se retrouve. Ce n'est pas vrai dans tout pays du monde et ça n'a pas toujours été vrai à chaque page de notre histoire. Donc c'est à souligner parce que nous avons besoin d'unité nationale sur les fondamentaux de notre contrat social. Après, il peut y avoir des divergences sur la façon d'atteindre ces fondamentaux, mais en tout cas sur les fondamentaux, il y a un accord. Et ça, c'est le point principal que je veux souligner. Ensuite, il y a eu un débat au fond sur la pertinence de faire une loi. Je suis insoupçonnable de ne pas vouloir l'application de la laïcité et nous avons pris beaucoup de mesures sur des sujets plus importants que celui-ci d'ailleurs depuis 2 ans et demi pour que la laïcité s'accomplisse pleinement dans la vie scolaire. Et donc j'ai expliqué pourquoi je pensais que cette loi était contre-productive, position que je tiens, je le rappelle, depuis 2 ans et demi, même si parfois j'entends des commentaires qui disent l'inverse. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole rapidement sur ces sujets ? En réalité, il a plusieurs fois pris la parole sur ces questions. Simplement, parfois dans le débat public, il y a une confusion des sujets. Il s'est déjà exprimé sur plusieurs points et il tient bien à serrer les questions et à les distinguer entre justement la laïcité, la lutte contre le communautarisme, qui est une lutte pour la République, c'est-à-dire pour un contrat social de citoyens égaux, et puis la lutte contre la radicalisation, qui est un enjeu de sécurité, qui est un enjeu presque différent, même si évidemment les sujets sont articulés entre eux. Donc il a déjà pris la parole sur ces questions. Probablement il parlera aussi dans les temps qui viennent, certainement, pour donner la vision d'ensemble de son approche, mais en tout cas il a déjà donné les jalons et ce que j'ai dit sur ces sujets depuis toujours est évidemment en articulation avec ce que pense le président de la République. Merci, monsieur le ministre, d'avoir Merci répondu à notre micro. Merci. Notre invité politique ce matin, c'est Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Les Républicains du Vaucluse. Vous êtes membre du Conseil stratégique des Républicains. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. On va commencer, Julien Aubert, avec le Sénat qui a voté hier l'interdiction des signes religieux pour les accompagnants de sorties scolaires. Est-ce que vous êtes satisfait de ce vote ? Oui, je suis plutôt favorable moi à cette loi, donc je suis heureux qu'elle ait été votée. Est-ce qu'elle ira au bout ? Parce que après, il faudrait qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Quand on voit que le Premier ministre dit que finalement, il n'y a pas besoin d'une loi sur le voile en sortie scolaire, que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans l'hémicycle du Sénat, hier, disait que cette loi serait contre-productive, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un barrage de la majorité présidentielle à l'Assemblée ? Je crois que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est-à-dire que dans l'espèce, il y a ceux qui parlent de laïcité, mais qui ne veulent aucune loi qui permette de la mettre en œuvre. Donc nous allons voir effectivement à l'Assemblée nationale si nous trouvons une majorité. Vous demandez à ce qu'elles soient inscrites au l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ? Moi je pense que ce serait une erreur de ne pas l'inscrire, ne serait-ce que parce que on voit bien qu'on peut pas. Il y a d'autres sujets que le voile en France, en tout cas le voile sur les sorties scolaires. Donc on va pas avoir des mois et des mois de débats dans la rue sur ce sujet-là. Ayons ce débat au Parlement et comme ça les Français seront fixés. Donc vous demandez qu'elles soient inscrites rapidement ? Oui, on verra si dans la majorité il y a des gens qui considèrent que c'est un sujet qu'il faut défendre. Alors c'est un sujet, mais est-ce que le contexte n'est pas de nature à perturber les débats justement ? Moi je crois qu'on fait la loi pour des principes et que ces principes sont valables quelles que soient les circonstances. Et justement, à mon sens, ce serait une erreur de mélanger le port du voile dans les sorties scolaires, qui est donc un sujet en fait de neutralité du service public, avec une tentative d'attentat qui n'a peut-être quelque chose à voir avec la liberté de culte, mais qui n'est certainement pas la neutralité du service public. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'est le cas dans les têtes aujourd'hui ? On a une espèce dans le débat public et médiatique, il y a une espèce de tambouille qui se fait où tout le monde mélange tout. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce débat ait lieu au Parlement. Et c'est pour ça qu'on devrait, lorsqu'on fait j'étais sur une émission hier soir, je disais aux journalistes entre deux prises, on mélange effectivement tout. Et on devrait segmenter le débat sur l'islam. Vous avez le sujet sur la liberté de culte, sujet religieux. Vous avez le sujet sur l'islamisme et le terrorisme, qui sont deux réalités qui peuvent se recouper. Et après, vous avez le sujet sur le sujet culturel, qui est, à mon avis, le plus critique, c'est-à-dire
comment est-ce qu'on peut permettre à une religion de s'épanouir dans notre pays sans pour autant importer le terreau culturel dont elle est issue. Et qui pose effectivement le sujet notamment du voile, et sur lequel les positions, à mon avis, sont les plus tranchées, parce qu'il y a d'un côté ceux qui sont adeptes du multiculturalisme, et d'autres qui sont en faveur d'une assimilation française, et donc qui considèrent qu'à Rome, il faut faire comme les Romains, ou à Paris, il faut faire comme les Parisiens. Mais justement, pour pas qu'il y ait cet amalgame et ce mélange, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu décaler l'examen de cette proposition de loi de la part des Républicains ? Il aurait mieux valu que le gouvernement endosse ses responsabilités, et que Emmanuel Macron, qui nous promettait une grande loi sur l'islam, l'an dernier déjà, la présente devant le Parlement. La réalité, c'est que... Vous dites que c'est parce qu'Emmanuel Macron fait traîner les choses qu'on en arrive à ce genre de débat ? Ça fait 2 ans que Emmanuel Macron nous dit « nous allons avoir une grande réflexion sur l'islam ». Moi, j'avais sorti en novembre dernier, dans le cadre d'Oser la France, mon mouvement, un livret tricolore qui est en téléchargement sur le site, sur les islams de France, avec justement des propositions sur les 3 secteurs, les 3 facettes du sujet dont je viens de parler. Parce qu'en préparation, en me disant il faut être un petit peu dans le timing voulu par le président de la République. On est 1 an plus tard. Moi, avec mes troupes, nous avons pondu une réflexion sur l'islam. Le gouvernement en est incapable. Donc on réfléchit à sa place. Voilà. Et vous, personnellement, est-ce que vous seriez favorable à l'interdiction du port du voile dans l'espace public ? Alors qu'est-ce que vous appelez l'espace public ? La rue ? Je reviens à ce que disait Jean-Michel Blanquer, qui dit, lui, il n'est pas souhaitable, le voile n'est pas souhaitable dans la société française. Est-ce que vous êtes sur le même type de ligne ou pas ? Moi, je pense que c'est une erreur de porter le voile parce qu'effectivement, il génère de l'ostracisation. Mais est-ce qu'il faut l'interdire ? Mais la question, c'est est-ce qu'on peut l'interdire ? Parce que quand on parle d'espace public, les gens ne sont pas très clairs. Certains dans la rue, tous les jours. Non, dans la rue, si vous voulez. Dans la rue, c'est impossible, juridiquement, à mon sens. Mon sens, c'est vraiment impossible, c'est la liberté vestimentaire, même si, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui provoque de l'irritation. Après, il y a les espaces publics, où là, je suis, par contre, en faveur d'une interdiction maximale, notamment en commençant par l'université. Emmanuel Macron s'est exprimé hier au Centre européen du judaïsme à Paris, qu'il inaugurait. Dans son discours, il a ciblé ceux qui veulent semer la haine et la division et qui se servent du principe de laïcité pour mener le combat contre telle ou telle religion. Ce sont ces mots. Qui visent-ils, d'après vous ? Je crois qu'ils visent la droite, l'extrême droite, tous ceux qui... La droite, c'est-à-dire les Républicains ? Oui, je pense qu'ils nous visent, nous, oui. En considérant que quand on dépose une telle loi, comme l'a fait Bruno Retailleau, enfin la majorité sénatoriale, on rajoute de l'huile sur le feu, sans se rendre compte que par rapport au phénomène de grignotage qui se produit aujourd'hui, et par rapport au fait que plus vous avez finalement autour de vous de femmes voilées, plus la pression sociale dans certains quartiers fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous voiler. Ça marche dans le sens inverse. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que nous voulons comme société et quelle pression collective nous voulons exercer sur l'individu pour aller dans quelle direction. Mais vous vous sentez visé en tant que membre des Républicains ? Il a raison de vous cibler ainsi. Je pense, si vous voulez, qu'il essaye de sortir de la nasse dans laquelle il est posé, parce qu'en réalité, il est mis face à ces contradictions. Vous avez les gens qui vous disent la laïcité, c'est un principe républicain, ils n'arrêtent pas de l'invoquer. Mais quand on dit, écoutez, on va mettre en place une loi pour la faire appliquer, on vous dit, ah non, mais vous comprenez, ça va générer des tensions. Mais dans ce cas-là, ne faites rien et ne vous étonnez pas si les problèmes se multiplient. Parce qu'effectivement, il y a des quartiers où malheureusement le phénomène se fait à l'inverse. Et le fait de s'appuyer sur le Conseil français du culte musulman pour repréciser un certain nombre de règles, est-ce que ça c'est une bonne idée ? Moi je ne crois pas que l'avenir de l'islam passe par une structure nationale. En France, je crois donc pas par le CFCM ? Non, moi je crois qu'on ferait mieux de commencer par avoir des unités par département, des fédérations départementales et des unités, c'est-à-dire que chaque mosquée soit une unité juridique, comptable, financière, responsable de l'usage des fonds, coupée des pays étrangers, et qu'ensuite, à partir de ces unités moléculaires, on produise des fédérations départementales. Et ensuite, on verra. Ça fait pas partie des demandes, ça, d'avoir une organisation départementalisée, justement, parce qu'aujourd'hui, les nationales est régionalisée et pas départementalisée. Il me semble que ça fait partie des demandes. Et les annonces fortes... Alors, il me semble que le CFCM a annoncé qu'il y aura des annonces fortes d'ici la fin de la semaine. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme annonce, par exemple ? Moi, j'attendrai qu'on commence par le début du commencement, c'est-à-dire, 1, l'interdiction de tout financement étranger, 2, l'application des règles d'hygiène en matière d'abattage strictes, et puis 3, effectivement, on mette en place... non pas une école de théologie coranique, ça n'a pas de sens. Conseil de l'ordre des imams, c'est le terme qui a été utilisé. Oui, moi je préférerais en réalité que le clergé qui soit chargé de prêcher suive obligatoirement une formation dans une université en Alsace-Moselle
et qui lui permettent notamment de prendre en compte le terreau juridique sur lequel il veut se développer. Un mot sur la proposition de loi que veut Bruno Retailleau, interdire les listes communautaristes aux élections. Vous la soutiendrez ? Alors, je me méfie du terme communautariste. Moi, je pense qu'il faut interdire les listes islamistes, c'est-à-dire les listes qui se réclament explicitement d'une idéologie religieuse, parce que le communautarisme peut avoir différentes traductions. Et je le fais au nom de la loi de 1905 qui dit que la République ne salarie aucun culte, ne reconnaît aucun culte, ne subventionne aucun culte, puisque par définition, si vous remportez des élections, alors dans ce cas-là, vous avez droit à des subsides publics par rapport au nombre de voix. Et donc, si votre programme est religieux, indirectement, vous financez une religion. Le risque, c'est qu'il y aura forcément des listes. Certaines de ces listes-là se montreront, mais sans le dire, sans dire qu'elles sont ouvertes, sans dire ouvertement qu'elles sont communautaristes. C'est pour ça qu'il faut se référer à un élément objectif qui sont l'application d'un programme religieux tiré de la charia. Et à un moment donné, vous savez, là encore, si on considère que l'islamisme est un danger pour la démocratie, alors on ne doit pas lui permettre de se servir de la démocratie pour la gangréner et la faire tomber. Allez, on va passer à un autre sujet. Julien Aubert, c'est Nicole Belloubet qui est auditionnée aujourd'hui au Sénat par la Commission des lois sur les critères d'évolution de la carte judiciaire. Une note confidentielle a été divulguée selon laquelle la chancellerie envisagerait de maintenir ou de supprimer des postes de juge d'instruction en fonction des résultats de la République en marche au municipal. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition de Nicole Belloubet tout à l'heure ? Qu'elle nous annonce qu'elle va limoger le directeur des affaires judiciaires. Moi, je peux bien comprendre que la ministre n'était pas au courant. Alors, hier, elle nous a expliqué en hémicycle que c'était un mail de cabinet à cabinet. Donc, c'est un mail en fait, qui est... Mais pourquoi elle dit ça ? Parce que dans l'article du Canard enchaîné, on vous explique que ce sont bien les services de l'administration judiciaire, qui n'ont pas de l'administration judiciaire, qui n'ont pas à faire de politique, qui n'ont pas à faire établir une carte judiciaire sur la base de résultats politiques. Le Canard enchaîné ne cite pas, en fait, d'ailleurs, donne le titre du directeur des affaires judiciaires, dont on sait qu'il est très lié à M. Nadal. Donc, à un moment donné, qui est très lié à la magistrature de gauche. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Ce mur des cons qui est construit chaque jour. Et donc, je souhaite, dans le cas présent, qu'il y ait une enquête interne, que le CSM soit saisi, et que si cette note a pour origine effectivement la direction des affaires judiciaires, eh bien, par mesure, je dirais, de prévention, elle déplace le directeur, qu'elle le renvoie dans les juridictions. Mais à ce stade, vous ne pointez pas la responsabilité de Nicole Belloubet ? Non, puisqu'il n'est pas prouvé que Madame le ministre a elle-même endossé une telle note. Moi, je veux bien croire, si vous voulez, qu'il y a encore une République et que le ministre dit la vérité. Par contre, j'espère pour elle que dans les semaines à venir, on ne réalisera pas qu'elle a menti à la représentation nationale et qu'il ne s'agissait pas d'un mail de cabinet à cabinet, mais Sinon... plutôt... si elle a menti à la représentation nationale, dans ce cas-là, il faudra qu'elle en tire les conséquences. C'est-à-dire démissionner ? Évidemment. Vous avez écrit au président de la République sur ce sujet, est-ce qu'il vous a répondu ? Pas encore. Mais effectivement, il est le garant de l'autorité judiciaire. On ne peut pas laisser croire qu'on fait des réformes dans ce pays avec une arrière-pensée politique. Aujourd'hui, on me ferme des perceptions. Est-ce que M. Darmanin, lorsqu'il fait la carte des trésoreries publiques, dit écoutez, M. Aubert est à Carpentras, il est de droite, donc on se supprime. Enfin, moi, je viens d'un territoire rural où on m'a supprimé un très grand nombre de services publics. Donc c'est la double peine. Parce que les gens protestent en votant pas forcément pour le parti au pouvoir. On leur dit puisque vous ne votez pas pour le parti au pouvoir, on va accentuer la dose. Enfin, je veux dire, c'est lamentable au plan républicain, c'est lamentable et on devrait tous être très gênés par cette note publiée par le Canard. C'est très gênant, mais ça fait partie des choses qui se font régulièrement ou qui se sont faites régulièrement. La seule chose, c'est que c'est pas très Nouveau Monde, du coup. C'est pas très Nouveau Monde, même si vous savez, le Nouveau Monde était peuplé essentiellement d'Apaches et de Sioux. Mais eux sont pas très Sioux dans le cas présent, plutôt des méthodes de cow-boy. Mais je dirais que dans le cas d'espèce, que le cabinet... D'ailleurs, là, on voit bien d'ailleurs l'argumentation. Que le cabinet dise, écoutez, là, vous nous avez fait une carte très sympa, mais enfin, vous fermez la trésorerie de M. Ferrand, donc on va éviter, parce que M. Ferrand est président de l'Assemblée nationale. C'est normal. Mais que les services intériorisent ceci, ça, c'est une logique qui montre en réalité la politisation de l'administration. Et venant de l'administration, je ne peux pas le tolérer. Moi, la politisation de l'administration ou la politisation de la justice ? Est-ce que pour vous, il y a encore une justice indépendante ou pas ? Bien, j'espère. Et si elle n'est pas indépendante, et si elle est politisée, et si cette somme de coïncidences qui faisait que les calendriers judiciaires coïncident avec les élections, qui faisait que les gens qui sont proches de la majorité sont systématiquement relaxés, alors que ceux qui sont dans l'opposition sont systématiquement poursuivis avec beaucoup de fermeté, s'il devait être prouvé que ça participe d'une logique politique, alors dans ce cas-là, là encore, eh bien, il faudra que le pouvoir politique mette son nez dans l'organisation de la justice. On ne l'a pas rendue indépendante pour qu'elle fasse de la politique. Mais aujourd'hui, vous avez un doute sur l'indépendance de la justice ? Écoutez, quand je vois ce type de note, oui. De la même manière d'ailleurs que lorsqu'il y a eu l'affaire du mur des cons que j'ai cité tout à l'heure.
On va passer à un autre sujet, la réforme des retraites. Emmanuel Macron a été ferme. Il a dit qu'il ira jusqu'au bout, qu'il n'aura aucune forme de faiblesse, aucune forme de complaisance. Est-ce que vous approuvez la fermeté d'Emmanuel Macron sur ce sujet? Sur les retraites? Oui. Moi, il me fait penser à Boris Johnson. Vous savez, c'est-à-dire que les retraites, j'ai l'impression que c'est un peu le Brexit. Plus personne n'y comprend rien. Voilà. Moi, je vous l'avoue, je ne comprends plus rien dans la réforme des retraites. Au départ, j'étais plutôt parti favorablement. Je me suis aperçu qu'on oubliait certains cas particuliers, qu'on faisait main basse sur les réserves des cadres, qu'on siphonnait les régimes qui marchaient bien. Puis après, on m'a expliqué que finalement, on allait décaler, puis on allait revoir ça, et puis peut-être tout simplement mettre un système plus progressif. Puis ensuite, on m'a expliqué qu'on allait le faire que pour les nouveaux et pas pour les vieux, pas pour les grands-pères, l'application de la clause du grand-père. Puis maintenant, on m'explique que non, en réalité, on n'est pas d'accord avec le président de la République. Je n'y comprends rien. Les retraites, c'est le Brexit à la française. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron risque de terminer comme Boris Johnson. Ou Madame May. On n'y comprend rien parce que pour l'instant, elle n'est pas écrite, cette réforme. Elle reste à affiner, à peaufiner. Donc aussi, personne ne sait ce qui va sortir du chapeau. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les grèves, là, ça se préparent, s'annoncent. Comment est-ce que vous voyez les choses entre celle du 5 décembre qui s'annonce massive? Qu'est-ce que ça peut aussi dire de notre société, de l'état de notre société? Et comment est-ce que vous pressentez que les choses peuvent évoluer en la matière? Moi, je pense qu'en réalité, le gouvernement a allumé un incendie, soit par maladresse, soit par orgueil. C'est-à-dire qu'en réalité, il avait une réforme qui n'était pas fixée. Il en a publié les premiers éléments. Il a provoqué l'incendie. Et maintenant... Comment on l'éteint? Eh bien, il va être obligé progressivement, plus l'incendie se répand, plus il va être obligé de renoncer à la quasi-totalité de ce qu'il ambitionnait. Et donc ça va se terminer par, en réalité, la réforme que je souhaite, c'est une réforme paramétrique, où vous allongez la durée de cotisation, et où, si vous devez supprimer des régimes spéciaux, vous le faites effectivement pour ceux qui rentrent. Parce que vous ne pouvez pas, en cours d'existence, expliquer aux gens que, écoutez, vous aviez 30 000 euros de droits acquis, mais c'est plus 30 000, c'est 15 000. Vous pensez que ça va se terminer comme ça? Je crains malheureusement. malheureusement. Vous dites que la réforme systémique prévue et ambitieuse, voulue par Emmanuel Macron, ne sera pas... La réforme systémique, à la base, est une erreur. Emmanuel Macron raisonne comme un homme du secteur privé qui pense que plus on fait des fusions-acquisitions, plus on est gros, mieux c'est. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a fusionné le RSI avec la sécurité sociale, sans se rendre compte du régime général, sans se rendre compte que c'était une erreur très profonde. Parce que s'il y a 42 régimes aujourd'hui, c'est aussi pour des raisons parfois objectives. On confond les régimes spéciaux et les régimes autonomes. Il y a des régimes qui s'administrent très bien. Le fait d'être indépendant de la masse, par exemple pour les avocats, ne signifie pas qu'on est mal géré. Donc pourquoi vouloir absolument un seul régime? Qu'on ait un régime universel à la base, oui, mais le grand Big Bang des retraites, moi je n'y crois pas, parce que n'importe qui a fait un jour un tableau Excel à 200 entrées, c'est que quand on fusionne un tableau Excel à 200 entrées et 100 entrées, on risque d'en paumer quelques-unes. Mais je peux vous dire que quand on fait ça sur les droits acquis de 60 millions de gens, on risque effectivement d'avoir un vrai, non pas un Big Bang, mais un gros crash. Allez, un mot sur le budget de la sécurité sociale adopté hier par l'Assemblée nationale en pleine crise des hôpitaux. Est-ce que c'est un budget qui va permettre d'aider à résoudre cette crise? Non. Alors moi, on a proposé d'aider le gouvernement, puisque nous avions proposé de rajouter 300 millions d'euros par amendement au plan de Mme Buzyn, mais de 300 qui ne soient pas un redéploiement. Mme Buzyn a refusé. Donc c'est-à-dire quoi? Que le gouvernement ne fait pas d'efforts pour résoudre cette crise? Non, c'est-à-dire que là encore, sur l'hôpital, en réalité, le vrai sujet, c'est la loi HPST, c'est la logique comptable, c'est la tarification à l'acte. Tout le reste n'est que, je dirais... discussion de comptable. Le vrai sujet, c'est de savoir si on n'a pas fait une erreur quand on a considéré qu'on pouvait faire des économies sur la santé, qui est un bien premier pour les Français. À la fin, vous avez quoi? On a serré les vis, vous avez des gens qui n'ont plus accès à la santé, vous avez des personnels hospitaliers qui sont sous l'eau, vous avez des vocations qui se terminent, et moi j'ai des hôpitaux à qui on a enlevé progressivement tout. Donc quand vous n'avez plus qu'un médecin d'urgence le soir à minuit sur un rayon de 20 km pour 40 000 habitants, moi j'appelle pas ça un pays civilisé. Mais après, je veux bien en discuter avec tous ceux qui sont favorables à la HPST, qui, je vous rappelle, est une loi votée par la droite. Un mot sur les Républicains. Vous étiez candidat à l'élection pour la présidence des Républicains, vous n'avez pas été élu. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette élection? On a toujours des regrets quand on n'est pas élu, parce que j'avais un projet de renverser la table, j'avais un projet de mettre en place une nouvelle génération, de faire l'inventaire aussi du passé et de donner une ligne claire aux Républicains. La démocratie, après, c'est respecter le vote. Et donc, il y a eu le choix de la continuité.
d'une forme de continuité du statu quo. C'est le choix des adhérents, il faut s'y plier. Et Christian Jacob reprendra un certain nombre de vos propositions ou pas ? Je ne pense pas, puisqu'il s'est fait élire sur un programme très différent. Donc il a plutôt à cœur de continuer. Bon, on le voit bien d'ailleurs dans l'équipe dirigeante, qui va de Gaël Perdriau à Guillaume Pelletier, qui ont eu des positions par le passé assez divergentes. Voilà, moi je pense que ça... Ça veut dire quoi, qu'il n'y a toujours pas une ligne claire ? Ça veut dire qu'on veut absolument rassembler... En fait, nous sommes un grand parti politique assis sur une faille sociologique, territoriale, générationnelle et politique. Voilà. Et donc, on ne voit pas la mondialisation de la même manière à Bordeaux et à Carpentras. C'est un fait. Soit nous le voyons et nous nous organisons pour coller ces territoires avec deux formations qui auraient des discours différents mais qui seraient alliés électoralement, soit nous persistons à vouloir tenir un langage de synthèse et nous ne serons jamais assez durs pour les uns ou doux pour les uns les autres, et donc à la fin nous risquons d'être mangés des deux côtés. Donc c'est-à-dire que la ligne que veut Christian Jacob de rassemblement de synthèse, elle est dangereuse pour votre parti, c'est ce que vous nous dites ? Je ne sais pas si elle est dangereuse, je l'ai combattue en temps utile au moment des élections. Après, mon devoir en tant que membre des Républicains, c'est de faire en sorte que Christian Jacob réussisse. On a trop de fois eu dans cette famille politique des gens, parce qu'ils avaient perdu les élections, qui sabotaient le navire. C'est pas du tout ma logique. Et moi, je veux le laisser faire parce que, voilà, vous savez, moi j'espère avoir tort. C'est comme Emmanuel Macron. Depuis le début, je pense que ça se terminera pas bien. Et en même temps, je préférerais avoir tort et je préférerais qu'il réussisse son quinquennat pour mon pays. Il y a un risque que les Républicains s'estompent ou disparaissent ou... Je pense, oui. Je pense. Est-ce que les municipales, ce sera le point clé de cette... Non, pas du tout. Non. Ah, non. Quand est-ce que ça va se jouer En fait, au municipal, vous savez, on va avoir des milliers de batailles. Elles vont être plutôt remportées par les Républicains parce qu'on aura beaucoup de sortants. Il y aura évidemment quelques points symboliques. Donc, c'est-à-dire que si on perd une grande ville qui est proche de nous, forcément, les journalistes interpréteront ceci comme un échec ou un succès. Ça peut être aussi la prise d'une autre ville. Mais en réalité, vous le verrez au sénatorial. Ça, c'est du poker. Vous avez plein de maires qui, en fait, ont dit, bon, vous comprenez, j'ai peur. En réalité, la République En Marche n'est pas un danger. La République En Marche va faire de très mauvais scores parce qu'elle n'a pas de candidat. Elle est d'ailleurs obligée d'aller voler, comme les Romains volaient les Sibylles durant l'Antiquité, voler les Sabines, pour, si vous voulez, permettre l'essor de la ville et de l'Empire. Donc c'est ce que font aujourd'hui, fait la République En Marche. Et on va réaliser au sénatorial ensuite que là où il y avait avant 20 votants LR, il n'y en a plus que 15 et 5 République En Marche. Et donc on peut avoir ensuite un effet masse avec des sénateurs qui seront fragilisés. C'est là où nous aurons effectivement le décompte exact. Mais je dirais que l'élection cruciale, ce sont les sénatoriales. Oui, c'est là où vous aurez votre premier signe, et puis ensuite sur les régionales avec le scrutin d'étiquette. Un mot pour terminer, oui. Julien Aubert, vous avez publié au mois d'août Emmanuel le faux prophète, donc un livre dans lequel vous racontez en partie votre compagnonnage avec Emmanuel Macron, puisque vous étiez camarade de promotion à l'ENA. Ce qui est intéressant, c'est enfin, le livre est intéressant et très bien écrit, je tiens à le signaler. Et juste un mot, vous commencez par, en prologue, par republier une lettre que vous avez publiée le 8 mai 2017, au lendemain de l'élection, dans l'Opinion, et une lettre dans laquelle vous tutoyez le président de la République, le nouveau président, puisque vous étiez son camarade de promotion, et vous dites attention à la violence, la haine qui peut monter. Je vais pas lire un extrait, mais finalement c'est vous le prophète, parce que ce que vous mettez dans la lettre correspond tout à fait. Enfin, il y a le ferment, il y a les gilets jaunes, il y a un certain nombre de choses. Vous parlez du terrorisme, autant de choses qui 2 ans et demi après se sont révélées assez exactes. D'où vous vient cette vista? Alors, je ne sais pas si c'est de la vista. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être extra lucide. Quand vous êtes un petit peu quand même, parce que là vous étiez très en avance quand même. Quand vous êtes issu d'un territoire rural et que vous connaissez un peu, je dirais, le parcours d'Emmanuel Macron, qui ne l'a jamais amené finalement à retraverser cette France en crise depuis 20 ans, qui a beaucoup bougé en 20 ans. J'étais très surpris quand je suis revenu en politique et que je me suis aperçu le degré de dépérissement de ces territoires périphériques. Eh bien, vous réalisez dès le départ qu'il y aurait à un moment donné une contradiction entre son programme que j'ai décrit, où les Français d'ailleurs n'ont pas vraiment vu, que c'était un programme très libéral, fait en réalité pour les gagnants, et puis les attentes de cette France qui vote Front National parce qu'elle a perdu foi en la République et parce qu'elle a perdu foi en ses élites, et qu'on y prenne garde parce qu'un jour elle risque de se dire qu'elle n'a plus besoin d'élites. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julien Aubert d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane Vernet. Demain à votre place, Julien Aubert, ce sera Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. C'est maintenant l'heure du Club des Territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de ce vote du Sénat hier qui a interdit les signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires. C'est un débat qui a aussi montré dans l'hémicycle deux visions de la laïcité. On va en parler, mais d'abord c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous sommes en Seine-Maritime. Observez les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Aujourd'hui, Samia Dechir et Audrey Vuettaz vous emmènent dans le village de Saint-Lucien à la rencontre d'un habitant très inquiet. Vous allez le voir. On est ici à une trentaine de kilomètres de Rouen. Devant ce panneau, on se trouve dans la zone où la préfecture a décidé de geler les récoltes. Elle a pris un arrêté préfectoral après l'incendie de Lubrizol. Mais derrière le panneau, c'est-à-dire dans la commune de Saint-Lucien, il n'y a eu aucune restriction. Et ça inquiète certains habitants. Philippe Gracier, bonjour. Vous êtes un des 200 habitants de Saint-Lucien. Et vous, ici, vous avez eu sur votre habitation des retombées de l'incendie de Lubrizol, je crois. Oui, tout à fait. Des suies, comme on peut le remarquer là, c'est des descentes de gouttières où il y a des marques de suie constatées aussi par l'expert de l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous montrer, Philippe, où se trouve votre commune sur cette carte? Saint-Lucien se trouve juste ici dans la pointe là, et ça donne l'impression comme Tchernobyl où le nuage s'est arrêté sur les côtés mais n'a pas pénétré. Cette situation, est-ce que vous en avez fait part au maire? Tout à fait. Au maire, j'ai été le voir 2 fois. Il m'a dit il y a quand même personne qui était touché. J'ai dit non. C'est le contraire puisque j'ai fait le tour des voisins. J'ai 17-18 personnes qui ont signé la pétition pour des retombées de suie ou pour les odeurs, comme on peut le voir là. Jean-Pierre Letellier, bonjour, vous êtes le maire de la commune de Saint-Lucien. Nous, on a rencontré un des habitants qui est assez inquiet à propos des retombées de l'incendie de Lubrizol qu'il y a eu dans votre commune. Vous, ça ne vous inquiète pas ? Pour nous, on n'a rien constaté. Disons que la gendarmerie m'a appelé le jeudi soir à 17h30. Il y avait plusieurs personnes ici. Et puis, aucune personne ne s'est plaint d'avoir des retombées de suie. Alors, la personne qu'on a rencontrée, nous, elle nous a montré une pétition qui vous a été envoyée. Parmi les signataires de cette pétition, il y a un éleveur laitier. Vous-même, vous êtes éleveur laitier. Est-ce que vous avez continué à récolter votre lait? Est-ce que ça vous inquiète pas de savoir que vos voisins, eux, ils n'ont pas pu continuer à récolter leur lait? Mes voisins, comment mes voisins? Les exploitants des communes alentours. Non, c'est pas vrai, parce que Morville-sur-Andelle, moi je suis à 100 mètres de la commune de Morville-sur-Andelle, j'ai des herbages sur la commune de Morville-sur-Andelle, et les éleveurs de Morville-sur-Andelle ont toujours continué à fournir leur lait. Il y a d'autres communes que Morville-sur-Andelle autour de Saint-Lucien qui, elles, sont frappées par l'arrêté préfectoral où on n'a rien pu récolter du tout. C'est pas moi qui a pris la décision, c'est le préfet. Pour comprendre comment la préfecture a déterminé la zone concernée par les restrictions agricoles, on a pris rendez-vous à Rouen, à la direction départementale des territoires et de la mer. Laurent Bresson, vous êtes le directeur départemental des territoires et de la mer en Seine-Maritime. Ici, on voit la carte des communes qui, en Seine-Maritime, ont été concernées par des restrictions agricoles en raison de l'incendie de Lubrizol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette zone elle a été définie ? La première source de données importante, ce sont des données de modélisation du panache de fumée et de sa densité. La deuxième source de données importante qui a été prise en compte, ce sont les données de Météo France. Tout au long de la journée du 26, les vents ont de plus en plus viré nord-est. Et puis enfin, dernière source de données, la troisième, des observations de terrain collectées par la gendarmerie. On s'est rendu ce matin dans la commune de Saint-Lucien où on a vu nous, des retombées de suie et où les habitants sont très inquiets. Ils ont d'ailleurs prévenu la préfecture en disant « nous, on ne comprend pas pourquoi notre commune elle ne fait pas partie de cette carte ». Il peut y avoir des communes qui ont eu des retombées de suie à l'extérieur de ce périmètre. Par définition, dès que vous tracez un périmètre, vous soulevez ce type de questions. Je crois que ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que cette démarche même d'avoir élaboré ce périmètre de restriction agricole est elle-même une véritable démarche de précaution, car au moment où nous l'avons fait, nous n'avions aucune idée du caractère potentiellement dangereux de ces retombées de suie. Aucune. Au moment de l'accident de Lubrizol, il n'existait en fait aucune méthodologie pour définir une zone à laquelle appliquer un principe de précaution agricole. La préfecture reconnaît qu'il a donc fallu inventer une méthode, qu'elle n'est pas parfaite. Mais à l'en croire, comme les analyses sur les produits agricoles se sont toutes révélées négatives, il n'y aurait donc aucune conséquence pour les consommateurs.
pour ce reportage de Samia Dechira et Audrey Vétas. Dernier épisode demain, elles seront au Havre, notamment pour visiter une usine Seveso et voir comment on gère les risques dans ces usines. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane. Alors on a vu dans ce reportage, ce qui est assez frappant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait il n'y a aucune méthodologie, il n'y a aucun processus pour définir quelles sont les zones de restriction, quelles sont les zones touchées. On a vu cet habitant à Saint-Lucien avec des retombées de suie dans son jardin, le maire dire bah non, moi j'ai eu aucune plainte. Il n'y a aucune méthode, aucun processus pour définir des zones dans une catastrophe comme celle-là. Ce reportage est éloquent, effectivement, et troublant pour ceux qui le regardent. Il ne surprend pas vraiment. D'ordinaire, le pragmatisme, je dirais pas le doigt mouillé, mais enfin le pragmatisme, c'est une vertu. Dans le cas précis, je ne sais pas comment il aurait fallu faire, mais c'est quand même incroyable que le spécialiste interrogé dit bah oui, de l'autre côté de notre périmètre, c'est possible que on va aller voir, etc. Aujourd'hui, il y a une situation qui est complexe parce que d'une façon générale, et quel que soit le sujet, la majorité des Français se méfient, et c'est peu dire, de tout ce qui vient d'en haut, de tout ce qui vient des autorités. Ensuite, il y a une exigence sinon de transparence, en tout cas d'en savoir plus. Or, aujourd'hui, les autorités, quelles qu'elles soient, disent on ne sait pas très bien ce qui s'est passé au début et on ne sait pas non plus jusqu'où ça va aller demain. Et puis, il y a d'une manière générale une volonté, mais qui devient prioritaire, c'est la santé. La santé, ça dépasse tous les clivages qu'on a connus jusqu'ici, et les clivages politiques aux politiciens, on va dire ça comme ça, traditionnels. Non, le reportage est tristement éloquent. Quand on voit ce maire dire, en gros, si personne s'est plaint, c'est qu'il n'y a rien eu, le préfet, alors lui, en tout cas la personne à la préfecture, essaye d'expliquer à Samia comment ça se passe. C'est-à-dire, il dit, on a fait en fonction des modélisations des fumées, en fonction de Météo France, en fonction des remontées de terrain avec les gendarmes. Est-ce que tout ça, c'est quand même pas de nature à alimenter les doutes et l'inquiétude ? Oui. Après, tout est mal parti dès le départ dans cette affaire-là. C'est la communication des ministres qui se sont rendus sur place a été assez chaotique. Et on part très mal de là. Il y a Christophe Castaner qui dit au départ c'est pas dangereux. Le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, Agnès Buzyn dit si c'est pollué. Et puis le préfet prend la parole également en disant que c'est pas dangereux, puis que finalement si peut-être un peu plus. Enfin. Et la communication en quelques jours a été dramatique, qui a fait que s'est installé le doute au sein de la population. Le doute installé, comment vous levez ça, ce doute-là? Et puis on a ce précédent avec Tchernobyl. Les gens ont systématiquement en tête, en cas de catastrophe comme ce qui s'est passé là, Tchernobyl et le fait qu'on leur a dit que le nuage s'arrêtait à la frontière. Et là, le doute est installé a priori. Et là, il a été conforté par une communication très compliquée de la part du gouvernement au départ. Et maintenant, pour le lever, c'est, je dirais pas impossible, mais très très difficile. La communication au départ a été très mauvaise, dont acte, mais la réalité aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est produit au départ. Oui. C'est une angoisse, ça nourrit l'angoisse, ou en tout cas l'inquiétude. Il y a une commission d'enquête sénatoriale qui a procédé d'ailleurs à de nouvelles auditions hier, Jean-Philippe de Rosier. Est-ce que cette commission d'enquête, pour le coup, elle est de nature à lever les doutes, à éclairer un peu plus sur ce qui s'est passé ? Elle va essayer de faire la transparence sur ce qui s'est passé. Donc effectivement, ce qui pose difficulté à l'heure actuelle, c'est ce que pointaient du doigt nos amis, à savoir le fait que les gens sont dans l'inquiétude parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Premièrement, ils ne savent pas ce qui s'est passé et ils ne savent pas ce qu'ils respirent. Parce qu'il y en a qui disent que c'est grave, d'autres qui disent que c'est pas grave, d'autres qui disent que c'est moyennement grave. Bon, et puis dans 3 mois, ils se disent, est-ce qu'on va nous dire que finalement c'était rien ? Ou est-ce qu'il va nous dire que finalement, si, tout le monde va mourir d'un cancer des poumons ? C'était un peu plus sérieux, là. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vous avez caricaturé. Voilà, je caricature à dessein. J'espère, du moins. Oui, espérons-le. Je caricature à dessein pour montrer que, voilà, on est un petit peu dans une incertitude et les rapports sont contradictoires. À savoir, à la fois la communication du gouvernement qui n'est pas coordonnée, les rapports qui sont présentés où on dit, il y a une liste de produits qui ne sont pas nocifs pour la santé. Ah, mais si, finalement, il y a peut-être un petit peu d'amiante. Bon, donc là... Et la commission d'enquête va essayer de faire la transparence. Parce que, rappelons-le, la commission d'enquête est là pour établir des faits. Ce n'est pas une enquête judiciaire qui va mener à une condamnation. Elle est là pour savoir ce qui s'est passé. Et évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière, mais éventuellement faire en sorte que ça ne se reproduise plus ou qu'on puisse prendre des mesures pour
prévenir. Et donc, je termine, cet établissement de la situation, des faits, devrait contribuer à rassurer la population parce qu'ils vont savoir effectivement ce qui s'est effectivement produit. Un mot rapidement sur l'ouverture de cette information judiciaire. Toi, magistrat du pôle santé publique du tribunal de Paris. C'est donc à Paris que ça va se jouer, qui ont été désignés hier. Est-ce que ça, on passe à l'étape supérieure? Est-ce que là aussi, c'est de nature à rassurer? Ça veut dire que la recherche de vérité est là? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne met pas le mouchoir sur le dossier. D'ailleurs, comment ce serait possible? On s'interroge. Et que, oui, effectivement, on passe à l'étape supérieure. Ça devient grave. Plus le temps passe, moins on en sait, et plus, dans l'esprit de tous, non sans quelques raisons, ça devient préoccupant, voire grave. Après, il faut voir que l'établissement de la vérité et de ce qui s'est passé, ça prend un peu de temps. Et, absolument. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de volonté de tout savoir tout de suite. Et nous participons, nous, médias, à cette espèce de course à l'immédiateté qui est... voilà, dommage, il faut un peu de temps pour savoir précisément ce qui s'est passé. Eh bien, on continuera à suivre ce dossier. On va passer à ce qui s'est passé hier au Sénat. Ce vote du Sénat sur l'interdiction des signes religieux distinctifs pour les accompagnants de sorties scolaires. Et Fanny, vous allez nous résumer cette séance. Oui, effectivement. Oui, effectivement, après près de 5 heures de séance au Sénat, ce texte qui interdit le voile aux accompagnants scolaires a donc été adopté par la majorité de droite avec très précisément 163 voix pour, 114 voix contre. Et ce n'est pas la première fois que ce sujet était abordé dans l'hémicycle. Lors de l'examen du projet de loi de l'école de la confiance, c'était en mai dernier, un amendement avait été déposé par la droite pour interdire les ports de signes religieux lors des sorties scolaires. Alors, cet amendement avait été retiré du projet de loi final en commission mixte paritaire, mais cet amendement avait tout de même été voté au Sénat en mai dernier, donc il avait fait l'objet d'une séance publique. Et Jean-Michel Blanquer est revenu à ce sujet en début de séance. Écoutez. C'est une question qui a été examinée ici même il y a 3 mois. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous le dis d'emblée, ma position n'a pas changé. Elle est ce que je vous exprimais en refusant votre amendement. Cet amendement que vous avez bien voulu accepter de retirer ensuite en commission mixte paritaire. Je pensais d'ailleurs que nous en resterions là et je regrette d'avoir aujourd'hui à revenir sur tout cela. Alors, ce texte est donc revenu, ce sujet est donc revenu hier au Sénat. Cette fois, c'est une proposition de loi de Madame Jacqueline Eustache-Brinio qui était donc discutée en séance. Pour la sénatrice LR du Val d'Oise, ce texte est une stricte défense du principe de laïcité. Écoutez. Il nous revient aujourd'hui, dans cet hémicycle, de porter l'héritage de Jules Ferry et de Jean Zay en affirmant haut et fort notre détermination à protéger l'innocence et la liberté de conscience des enfants dans un pays secoué par des tensions politico-religieuses. Il ne s'agit pas là d'un combat entre la droite et la gauche, mais d'un combat républicain et rien d'autre. Alors la gauche, elle, s'est élevée contre cette proposition de loi avec des mots assez durs parfois. Écoutez. La première mâchoire de cet étau, c'est celle de la haine et du racisme. Celle qui déteste les musulmans comme elle a toujours détesté les Arabes. Celle qui n'a jamais été laïque. Celle qui n'a jamais autant aimé la France que quand elle n'était pas la France. J'invite mes collègues de la droite républicaine à ne pas s'émouvoir quand je parle de l'extrême droite. Je ne parlais pas de vous jusqu'à présent. Alors on rappelle que cette proposition de loi n'a quasiment aucune chance d'être définitivement adoptée. En effet, il faudrait qu'elle soit mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et votée par les députés. On le sait, la droite est loin d'avoir la majorité au Palais Bourbon. Il est donc quasiment impossible que ce texte soit voté par la majorité présidentielle. Merci beaucoup Fanny pour ce résumé. Alors on voit, c'est l'issue de ce vote est sans grande surprise, mais les débats ont été longs, beaucoup plus longs que prévu, près de 5 heures. Qu'est-ce qu'il faut y voir ? C'est plus sérieux que ça, mais j'ai quand même envie de vous répondre d'abord l'approche des élections municipales. Ça fait très longtemps que les Républicains, le groupe des Républicains à l'Assemblée, dans le cas précis au Sénat, n'avaient pas eu un combat qui le singularise sans le mêler à l'extrême droite et sans que ça s'inscrive dans une certaine confusion générale. Bon, je ne reviens pas en arrière, ça c'est du passé. Donc voilà, c'est une façon de se marquer. Pour moi, dans cette affaire, ce qui est réjouissant, c'est l'invocation par pratiquement tout le monde
tout le monde, disons, de la défense de la République, de la défense de la laïcité, de la nécessité de lutter contre la radicalisation. Ce qui sépare les uns et les autres, c'est l'opportunité d'en venir à une décision qui, si elle avait été suivie, je dis ça parce qu'elle ne sera pas suivie à l'Assemblée, donc elle ne deviendra pas exécutoire, aurait été difficile à appliquer. Et dans le climat actuel, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. Moi, personnellement, je comprends ça, même si je suis sensible aux arguments du groupe des Républicains. Dans le contexte actuel, c'est quand même très, très incandescent. Hein. Il y a de la méfiance partout. Et il y a des moments où, en dehors des positionnements théoriques ou idéologiques qu'on peut avoir, on peut se demander ce qui est concrètement faisable sans mettre en cause l'unité du pays. Mais on va demander à Jean-Philippe de Rosier. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a raison de dire qu'une nouvelle loi, ça serait contre-productif ? Non, ce ne serait pas contre-productif en soi, puisque une loi produit évidemment des effets. Et si la loi était adoptée, elle aurait un effet concret immédiat qui serait d'interdire aux accompagnants scolaires de porter un signe religieux, et en particulier un voile. Après, est-ce que sur le plan politique, sur le plan sociologique, ça aurait des effets négatifs? Ça ne peut pas être contre-productif, parce que là, ça produirait bien des effets, mais est-ce que ça aurait des effets négatifs? Ça, c'est effectivement possible, parce qu'on veut lutter contre la radicalisation, on veut lutter contre la communautarisation, mais précisément, et d'ailleurs Jean-Michel Blanquer lui-même porte une part de responsabilité, on pointe du doigt une communauté en particulier. Jean-Michel Blanquer, lorsque l'on revient sur justement la situation il y a quelques semaines qui a mis en route un petit peu ce débat, ne disait pas que les signes religieux ne sont pas bienvenus, il disait bien le voile n'est pas une bonne chose pour les accompagnants, où je ne me souviens plus de la formule très exacte. Donc il pointait du doigt une communauté en particulier. Et ça, effectivement, ça me semblait un petit peu problématique. Les accompagnants dans les sorties scolaires, ce sont des parents bénévoles, d'accord ? Ils ne sont pas agents du service public. Ils ne sont pas même collaborateurs occasionnels du service public, parce que ça, c'est un statut spécifique en droit administratif qui concerne un régime de responsabilité. Ils participent effectivement à la bonne réalisation d'une mission particulière qui n'est même pas une mission d'éducation. Hein, ils n'interviennent pas dans les classes. Ils accompagnent dans une sortie pour permettre d'encadrer les élèves. Que la sortie puisse avoir lieu. Exactement. Et donc, ils n'ont pas à subir les exigences exorbitantes du service public qui pèsent sur les agents qui représentent l'État, qui s'expriment au nom de l'État. Avant de vous entendre, Stéphane Robert, on va écouter une femme voilée, puisqu'à l'initiative de Samia Ghali, eh bien, plusieurs femmes voilées sont venues hier au Sénat. On va écouter l'une d'entre elles, elle était à votre micro, Fanny, hier. Moi, je me sens une sous-française, sincèrement. Je me sens plus française comme je l'étais auparavant. Parce que je suis dans un pays, j'ai grandi dans un pays de liberté, de fraternité, d'égalité, c'est bien ça. Et j'étais dans l'école républicaine, et je me sens, comment me dire, dénigrée de par ma religion, de par mon foulard. Stéphane Robert, on entend ce témoignage fort. Hein. Est-ce que ça participe à une forme de stigmatisation ? De toute façon, c'est clivant. On le voit bien, ça repolarise les débats, même au niveau politique. On l'a vu hier, entre droite et gauche. On voit ressurgir un petit peu cette polarisation. Donc oui, il y a 5-6 millions de musulmans en France. Nécessairement, on repolarise... ils peuvent se sentir stigmatisés. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que on est juste après quelque chose qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, qui est quelque chose qui a fait très peur à une énorme majorité de Français. C'est ce que montre le sondage qui a été publié par le Journal du Dimanche, qui a été réalisé par l'IFOP. 61% des personnes interrogées disent que la religion musulmane n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. Ça montre un véritable émoi dans ce qui s'est passé. Il faut bien se rappeler aussi, en 2016, juste après l'attentat de Nice, il y a eu, quelques semaines après, au mois d'août, tout un débat sur le burkini. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a la même chose, un débat sur le port du voile. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un émoi très fort au sein de la population, au sein de la classe politique, et on essaye d'avoir prise sur cette inquiétude générée par l'attentat très grave qui s'est passé à la préfecture. Et la manière d'avoir prise, c'est éventuellement de légiférer, de réglementer. Et donc ce débat, c'est une manière de la société d'exprimer
en quelque sorte, cet émoi qu'elle a du mal à exprimer, qui est une inquiétude qui s'est diffusée de façon très brutale au sein de toute la société française. On va parler de la question de la laïcité, puisqu'hier Bruno Retailleau s'est exprimé, bien évidemment, dans l'hémicycle du Sénat, le patron des sénateurs Les Républicains, et il a reconnu que durant ce débat hier au Sénat, il y a deux visions de la société et de la laïcité qui se sont affrontées. On l'écoute. Je pense qu'au-delà de nos échanges, ce sont deux conceptions de la laïcité qui se sont affrontées et qui ne sont pas complémentaires, mais j'y reviendrai. En réalité, cette question des signes ostentatoires, elle divise notre hémicycle, elle divise les élus et les politiques, mais elle rassemble très largement les Français. Très largement les Français. Aujourd'hui, sondage après sondage, Jean Jaurès, Fondation, l'observatoire de la laïcité, on voit bien qu'il y a une crainte, une angoisse de nos compatriotes pour que, pour 78%, la laïcité à laquelle nous tenons soit remise en cause. Et à chaque fois qu'ils sont interrogés, ceux-là nous disent à au moins 80% qu'il ne faut pas toucher à la loi 1905 et que ce patrimoine est désormais consensuel et que c'est le bien commun des uns et des autres. Dominique de Montvalon, il a raison Bruno Retailleau, il y a deux visions de la laïcité. Je ne sais pas s'il y a deux visions de la laïcité. D'abord, pour reprendre une formule ancienne, mais qui a une certaine valeur, les sondages, ça compte, mais la politique de la France ne se fait pas à coup de sondage, parce qu'il varie. On verra où on en sera dans 6 mois, dans 1 an. Mais il a raison de faire ce constat-là. Vous nous avez montré il y a quelques instants cette femme qui a assisté au débat, cette femme voilée qui a assisté. Comment ne pas être touchée par son témoignage? Mais ça renvoie à une réalité qui nous trouble tous, enfin me semble-t-il, en tout cas beaucoup, c'est qu'il y a femmes voilées et femmes voilées. Il y a beaucoup de femmes qui se voilent pour des raisons personnelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons de conscience, par choix. Elles doivent être respectées, elles ne mettent pas en cause l'ordre républicain. Celle-là, à mes yeux, en faisait évidemment partie. C'est le plus grand nombre. Et ceux qui, au-delà de l'attentat meurtrier que vous avez évoqué, qui est dans les têtes, il y a une minorité, grandissante disent beaucoup, mais enfin en tout cas une minorité, qui agit au nom d'une vision, en tout cas directement ou indirectement, de l'islamisme radical, au nom d'une perception de l'islamisme radical avec une volonté de prosélytisme. Bon, c'est aussi ça fait partie des contradictions que nous avons à gérer. C'est pas seulement il y a d'un côté ceux qui sont pour la laïcité, d'autres qui ne le seraient pas. Il y a une situation. Qu'est-ce qu'on fait devant cette situation? On verra où on en est dans 3 mois, 6 mois. Je ne fais pas de pronostic, mais ça bougera dans un sens ou dans un autre. Jean-Philippe de Rosier. Oui, c'est ça qui est flagrant dans ce débat, qui frappe. C'est les différentes visions. Je ne sais pas si c'est 2, 3 ou 4 visions du concept de laïcité. Parce qu'il y a clairement des oppositions, et les mêmes disent, au nom de la laïcité, et après, les conséquences sont différentes, au nom de la laïcité, il faut interdire aux accompagnants de porter le voile, au nom de la laïcité, il ne faut pas leur interdire, il faut le leur permettre. Donc vraiment, Bruno Retailleau, sur ce point, a raison de dire, 2 visions qui ne sont pas complémentaires, au contraire, elles sont totalement opposées. Que dit notre Constitution ? Parce que la laïcité occupe une place singulière dans notre Constitution, elle figure à l'article 1er, dès la première phrase, premier alinéa de l'article 1er, la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de croyance, et surtout, 3e phrase, elle respecte toutes les religions. Toutes les croyances. Elle respecte toutes les croyances. Et c'est là l'élément essentiel qui va avec la laïcité, c'est la tolérance. C'est pas parce que nous sommes une république laïque que l'on doit mettre au banc de la société ou écarter de notre société ceux qui croient, à partir du moment, et vous l'avez dit, c'est un mot très important, où l'ordre républicain est respecté. C'est ça la limite. Il faut respecter l'ordre républicain, l'ordre public. Donc, tant que ces accompagnants ou dans l'espace public, il n'y a pas de prosélytisme qui nuit à l'ordre républicain qui est fait, je ne vois pas au nom de quelle laïcité on pourrait les empêcher d'exprimer leur religion. On va continuer à parler de ce sujet avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va se rendre à Toulouse, retrouver nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Lionel Laparade, vous êtes le rédacteur en chef de la Dépêche du Midi. Merci d'être avec nous. Et Lionel, eh bien, vous faites votre une sur un dossier spécial Stop à la haine.
Oui, bonjour. Bien oui, on l'a vu à l'occasion de vos reportages. On voit bien les questions qui traversent la société aujourd'hui. Et Stop à la haine, eh bien, c'est le titre que nous avons choisi ce mercredi pour la Dépêche du Midi. Dans ce contexte troublé du moment, il nous a paru nécessaire de réaffirmer les valeurs républicaines auxquelles la Dépêche est attachée depuis bientôt 150 ans, mais également eh bien d'ouvrir nos colonnes à toutes celles et tous ceux qui partagent avec nous ces mêmes valeurs. Alors il y a des personnalités nationales, comme Audrey Pulvar, comme l'avocat et essayiste Jean-Pierre Mignard, Mourad Boudjelal, qu'on ne présente plus, mais il y a surtout des personnalités régionales, comme Nicole Yardeni, la présidente du CRIF, Monseigneur Le Gall, l'évêque de Toulouse, ou encore Sofiane Oumia, le boxeur médaillé aux Jeux Olympiques. Et avec eux, nous voulons croire à un retour vers une société apaisée. C'est en tout cas le message d'espoir qui nous adresse et que nous relayons dans la Dépêche du Midi ce mercredi. Je préciserai d'ailleurs une chose, je le rappelle, le siège de notre journal est situé à Toulouse, une ville qui a ouvert toujours ses bras aux réfugiés, qu'ils soient italiens, qu'ils soient espagnols, une ville où s'est épanoui un groupe comme Zebda. Mais Toulouse, Toulouse, c'est aussi la ville où s'est produit le premier attentat djihadiste en France, il faut le rappeler, en mars 2012. Latifa Ibziaten, la mère d'une victime du terrorisme, témoigne d'ailleurs dans nos colonnes ce mercredi. Et malgré cette épreuve, élection après élection, Toulouse continue de faire barrage au discours de la haine et de l'intolérance. C'est ce qu'on signale également et c'est le sens de notre dossier aujourd'hui dans la Dépêche du Midi et ce que nous voulons rappeler à nos lecteurs. Eh bien, merci beaucoup Lionel Laparade. On va peut-être dire un mot d'Airbus quand même, puisque Airbus qui a signé l'une des plus grosses commandes de son histoire avant de se quitter. Oui, bien sûr, très bonne nouvelle pour Toulouse, pour l'agglomération et plus globalement, bien sûr, pour toute la région, puisque l'aéronautique est, on le sait, une spécialité industrielle de l'Occitanie. Alors, 300 Airbus à 320 neo commandés, c'est pas que pour Toulouse, on le sait, ce modèle-là est assemblé en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, mais on se doute bien entendu que Toulouse aura une belle part de ce gâteau qui, rappelons-le quand même, représente environ 30 milliards d'euros. Merci beaucoup Lionel Laparade d'avoir été avec nous en direct depuis Toulouse, nos partenaires de la Dépêche du Midi. Merci. On parlait avec Lionel Laparade de ce dossier du voile. Il y a une autre proposition de loi qui va être examinée, a priori, c'est celle voulue par Bruno Retailleau sur l'interdiction des listes communautaristes. Est-ce que, pour vous, Jean-Philippe de Rosier, c'est faisable ? C'est une question délicate parce que là encore, j'en appelle à l'ordre républicain. Si c'est une liste ou un parti politique qui appelle au djihad, à la violence, là, évidemment, ce n'est pas possible. Si c'est l'expression d'une position dans la société, on ne peut pas l'interdire. On ne peut pas l'interdire parce que, il y a des gens qui pensent ainsi et on ne peut pas leur interdire de penser. Et tant que cette expression respecte l'ordre républicain, respecte l'ordre démocratique, on ne peut pas le leur interdire. Il y a bien des listes, par exemple en Corse, qui appellent à l'indépendance de la Corse. Et ça, pour le coup, ce serait presque contraire, entre guillemets, à l'ordre républicain, puisqu'ils veulent faire une sécession. S'ils appelaient à la sécession de la Corse, à l'indépendance de la Corse, en appelant aux armes, à la violence, à la constitution d'une milice pour faire une armée corse, etc., ça, on pourrait l'interdire. Mais tant qu'ils veulent un débat démocratique sur l'indépendance de la Corse, on ne peut pas le leur interdire. À partir du moment où il y a une négation ou une remise en cause des lois de la République, il y a les moyens de les sanctionner sans qu'on fasse une nouvelle loi. Il n'y a pas besoin. Pas besoin de nouvelle loi. Non. Et puis après, interdire la liste communautariste, ça veut dire quoi ? C'est qui ? Comment est-ce qu'on définit ce qu'est une communauté ? Est-ce que le Parti chrétien-démocrate, par exemple, est une liste communautariste ? Est-ce qu'il faut interdire le Parti chrétien-démocrate qui a pignon sur rue en France depuis des dizaines d'années de Christine Boutin ? Avec ça de résultat. Oui, mais au moins il exprime
quelque chose. Il exprime de façon... Voilà. Et puis, est-ce qu'il faut interdire le parti animaliste? Enfin, c'est quoi une communauté? On voit que la question est ouverte et on a compris au silence de Jean-Philippe de Rosier que c'était constitutionnellement compliqué aussi. On va passer à un dernier thème. C'est la décision de la Cour d'appel de Paris qui doit intervenir ce matin sur le plafonnement des indemnités. Avant d'en parler, on va faire un point sur ce que c'est avec Cécile Sexou. C'est une réforme chère à Emmanuel Macron, celle des indemnités prud'homales, contre laquelle les juges font de la résistance. Depuis septembre 2017, en cas de licenciement abusif, le dédommagement du salarié est calculé en fonction de la durée qu'il a passée dans l'entreprise, un barème appelé le fameux barème Macron. Désormais donc, l'indemnité est encadrée et ne peut dépasser les 20 mois de salaire. Si le salarié a par exemple passé 1 an dans l'entreprise, il pourra toucher entre 1 et 2 mois de salaire. S'il a passé plus de 30 ans, il pourra faire valoir entre 3 et 20 mois de salaire. Mais depuis l'application de la loi, plusieurs juridictions n'ont pas respecté ce barème qu'elles jugent contraire aux conventions internationales. Une résistance à la loi tranchée par la Cour de cassation en juillet dernier. La Cour de cassation, encore une fois, très clairement que le barème Macron, qui prévoit des minima et des maxima variables en fonction de l'ancienneté du salarié, ce barème est valable et en particulier il est compatible avec les conventions internationales ratifiées par la France. Et donc il doit s'appliquer. Mais je vois mal les conseils de prud'homme et les cours d'appel faire de la résistance et entrer en guerre contre une position de la Cour de cassation. Pourtant, depuis ce jugement de la Cour de cassation, si les conseils prud'homaux et les cours d'appel s'y plient, elles laissent la porte ouverte à une possibilité de s'en éloigner si elles estiment que le préjudice subi par le salarié est supérieur à celui prévu par le barème. La Cour d'appel de Paris doit rendre un arrêt aujourd'hui dans une nouvelle affaire, un jugement très attendu. Stéphane Robert, on le voit, c'est loin d'être clair, même juridiquement parlant, cette question. Il y a eu une décision de la Cour de cassation qui est intervenue à mi-juillet qui dit que cette barémisation est compatible avec les conventions internationales. Le plafonnement, c'est 20 mois au maximum de salaire que vous pouvez toucher, est compatible avec le Code international du travail, je crois que c'est l'article 158, et puis la Charte sociale européenne. Il y a eu une décision le 25 septembre de la Cour d'appel de Reims, si je me souviens bien, qui dit... effectivement, c'est conforme avec la réglementation internationale, sauf que si le salarié arrive à prouver sur le fond qu'il y a un préjudice plus important, on peut éventuellement dépasser ce barème. Donc voilà, c'est là où c'est pas très clair. Et puis la Cour d'appel de Paris va se prononcer à peu près sur une affaire similaire aujourd'hui. Voilà. Et donc oui, c'est pas très clair. Ce qu'il y a avec la justice prud'homale, c'est qu'il y a eu un rapport sénatorial donc cet été rendu par des sénatrices de tous bords confondus qui montrent que ça fonctionne pas bien, la justice prud'homale. Il y a quand même 2/3 des décisions qui sont rendues qui font l'objet d'un appel. Donc il y a un véritable problème. Et elles disent que voilà, il faudrait une professionnalisation pour essayer d'arranger un petit peu. Et puis, alors, il y a un nombre de saisines d'affaires qui est de moins en moins important, mais malgré ça, on a des délais qui augmentent. Donc, c'est vraiment qu'il y a un problème de fonctionnement. Eh bien, il y a un problème. On suivra en tout cas la décision ce matin. On va finir avec votre revue de presse, Fanny. Et on commence avec le Dauphiné libéré. Oui, effectivement. Et de nombreux journaux de la presse quotidienne régionale parlent de ce sujet qui a été abordé justement hier au Sénat, le port du voile pour les accompagnants scolaires. Et vous voyez cette photo en une du Dauphiné libéré. Quelle place pour l'islam de France? C'est une question qui est à la une de nombreux journaux aujourd'hui. Et cette photo avec ces 3 femmes qui portent le voile au sein de la salle des conférences du Sénat. Alors peut-être une petite explication. On en a parlé tout à l'heure. Hier, il y avait donc cette proposition de loi qui a été débattue en séance sur le voile pour les accompagnants scolaires. Samia Ghali, la sénatrice de gauche, avait fait venir hier plusieurs femmes qui venaient de Marseille, des femmes notamment qui portaient le voile. C'est la raison pour laquelle elles étaient donc présentes hier en salle des conférences et elles sont donc en une du Dauphiné libéré. Et on enchaîne avec le Progrès. Oui, là aussi, impossible débat. Islam, voile, laïcité, impossible débat. La question est posée dans le Progrès après l'attaque islamophobe à Bayonne. La proposition de loi a voté hier au Sénat. La discorde dans les partis. La place de l'islam occupe et crispe le débat. C'est ce qu'écrit donc le Progrès en une. Est-ce qu'il y a des discussions sereines possibles sur ces sujets-là? C'est la question qui est donc posée en une. Et il vous reste 20 secondes pour nous montrer la une des dernières nouvelles d'Alsace. Oui, voilà, l'islam de
de France cherche sa place avec cette photo, un kéfier et un drapeau tricolore juxtaposés l'un sur l'autre. L'islam de France qui cherche sa place, c'est donc un sujet qui est traité dans les dernières nouvelles d'Atlas. On rappelle notamment que les représentants du Conseil français du culte musulman ont été reçus par Emmanuel Macron lundi. Merci beaucoup Fanny pour votre revue de presse. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Fin de cette émission à 15h. Ne manquez pas la séance de questions d'actualité au gouvernement en direct en exclusivité sur notre antenne avec Tam Tranuy. Nous on se retrouve demain. L'invité politique Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. On vous attend demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.